Bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau plateau de Sciente. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hyperconnexion des systèmes industriels. Pour en parler, je reçois Fabrice Cragnier de la société SCASI et Patrick Delinger de la société Wika Robotics. Alors, messieurs, quand on se balade un peu sur le salon Cian, on voit des tas d'appareils, hein, bien sûr, c'est normal, c'est l'industrie. Et ces appareils, bien souvent, sont connectés, même quand on va ailleurs que dans le département futur, même un peu partout. Et on parle alors d'hyperconnexion de ces systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est exactement, Fabrice ? Eh bien, l'hyperconnexion, c'est le résultat de l'ensemble de toutes les interactions qu'il y a justement dans tous ces petits robots, dans l'ensemble des automates que l'on va trouver dans les systèmes industriels, mais également dans la domotique et dans l'ensemble des systèmes connectés que l'on a au cyberespace. Alors, très concrètement, ça concerne quoi? Est-ce qu'on peut dire finalement que ça concerne absolument tout dans l'industrie, ou presque tout, parce qu'il y a encore des systèmes qui ne sont pas connectés, mais petit à petit, ça va de plus en plus vite. De toute façon, effectivement, on va vers cette convergence. On a besoin d'informations, de plus en plus d'informations, donc les systèmes industriels doivent apporter cette information qui était restée simplement à l'époque dans l'atelier. Maintenant, elle va remonter sur des systèmes de supervision et on va la retrouver en interconnexion sur le cyberespace et sur l'ensemble des besoins que l'on a sur un système d'information. Alors, l'hyperconnexion, très concrètement, ça veut dire que dans une entreprise, on peut avoir vraiment un réseau complet d'objets connectés, du plus petit, du plus basique au plus complexe? Oui, tout à fait. En fait, au départ, dans les systèmes industriels, on avait un réseau fermé qui était donc non connecté pour les premières machines, puis connecté et supervisé, mais tout en restant sur la chaîne opérationnelle avec des besoins très spécifiques de continuité d'activité très forts, beaucoup moins que la sécurité. Par contre, eh bien, à partir du moment où on a commencé à vouloir traiter de l'information de masse, donc du big data, eh bien, on les a interconnectés au système central de gestion d'information. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on a parlé d'objets connectés et de systèmes connectés. Alors, Patrick Delinger, pardon, vous êtes responsable de la société Wika Robotics. Vous fabriquez des objets connectés. Alors, pour le grand public, l'objet connecté le plus basique, c'est son ordinateur, c'est les petites enceintes à qui l'on parle. Vous faites quoi? Alors, nous, on fait des robots. Donc, des robots, on les trouve un peu partout. On peut les trouver aussi bien en termes de bornes interactives qui vont se déplacer. Donc, c'est des robots autonomes qui fonctionnent en intérieur. Donc, par exemple, pour des cliniques, on va pouvoir avoir des robots qui vont permettre de guider des patients au sein des méandres d'une clinique complexe, de voir les rendez-vous qu'ils ont pris, d'informer sur les parties de la clinique, ce qu'on peut faire et comment on peut s'y retrouver. Mais c'est aussi des robots qui vont en système industriel s'occuper de transporter une pièce de manière complètement autonome d'un endroit à un autre, en milieu humain, donc qui va interagir, ce qu'on appelle la cobotique. Alors effectivement, dans l'esprit grand public, un objet connecté, c'est quelque chose de très techno, quoi. Un chariot avec des roues, dans l'esprit grand public, c'est pas techno, quoi. Alors, et pourtant, alors, on le voit un petit peu, il y a une conscience d'une certaine technologie, mais comme il se déplace tout seul et qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait, parce que finalement il transporte une caisse d'un endroit à un autre, on oublie la technologie, on oublie que c'est un système avec de l'intelligence artificielle, que c'est un système qui fait des choses finalement très complexes. Se déplacer pour nous c'est très simple, on le fait tous les jours. Pour un robot, c'est extrêmement compliqué, d'autant que lui, il n'a absolument pas le droit de toucher quelqu'un. Nous, si on rentre dans quelqu'un, on dit pardon, lui, on le met à la casse, donc il va essayer de ne pas toucher quelqu'un. Alors, vous le disiez, c'est très vrai, hein, dans l'esprit des gens, si ça n'a pas d'écran, c'est pas vraiment connecté, c'est pas l'ordinateur, en fait, quoi. C'est ça. Alors, autant on a une perception d'ordinateur connecté dans des systèmes de téléprésence ou des systèmes interactifs comme on les fait dans les cliniques ou pour la télémaintenance, autant quand les robots sont configurés juste pour faire du transport de pièces, on ne les voit plus comme étant un ordinateur. Et pourtant, ces objets sont aussi connectés. Et alors, c'est là qu'on arrive vraiment au gros problème de la vraie menace d'un objet connecté. Alors, c'est formidable, un objet connecté, mais le revers, c'est qu'on peut l'attaquer puisqu'il est connecté. Ça s'appelle la cybermenace. Alors ça existe depuis un moment. Oui,
effectivement, la cybermenace, on a ça depuis quasiment 2010, où le gros impact que l'on a eu sur les systèmes industriels, c'était le verre Stuxnet qui a mis à mal les centrifugeuses iraniennes, simplement par une clé USB. Donc on a attaqué un système industriel non connecté au travers d'un objet informatique. Et donc là, on a eu les premières guerres. À partir de ce moment-là, 2012, on a eu les cyber-espionnages, une nouvelle forme de menace au travers du verre Flame qui avait été mis en place. Ensuite, on a vu apparaître d'autres virus comme le ransomware qui a mis à mal, par exemple, des thermostats domotiques. On a vu également apparaître l'écroulement d'Internet avec le botnet Mirai qui a utilisé en fait une opération de déni de service au travers de simples caméras. 150 000 caméras a mis un quart de l'Internet à plat. Donc on voit bien qu'effectivement tous ces systèmes connectés peuvent devenir très menaçants s'ils sont mal sécurisés. Et c'est tout l'enjeu en fait de notre travail, c'est de pouvoir déjà sensibiliser les personnes pour pouvoir bien faire comprendre, et comme le disait Patrick, effectivement on se rend compte que on n'est pas encore à la maturité de la prise en compte de la cybersécurité. Et donc je pourrais juste vous parler de quelques anecdotes que j'ai pu vivre hier en me promenant ça et là dans différents ateliers. Alors, sur le salon. Sur le salon, et pour interroger les différents revendeurs de produits automatiques, systèmes industriels. Et là, j'ai eu quelques réponses qui m'ont effectivement inquiété. Donc, ma question, c'était simple. Est-ce que vous êtes assez cybersécurisé, Est-ce que la cybersécurité, ça vous parle? Et là, nous, aucun problème. Notre système industriel, il est autonome, donc il n'a aucun risque. Toutefois, je constate qu'on a un RJ45 pour le connecter à un réseau, on a une clé USB pour faire des mises à jour, et tout ça, ce sont autant de portes de compromission. Après, je suis descendu encore un petit peu plus bas dans la prise de conscience, où on avait certaines personnes qui disaient, mais de toute façon, c'est pas notre problème, nous, notre automate diffuse de l'information, et c'est l'industriel qui doit se charger de la sécurité informatique derrière. C'est-à-dire que ce que je peux constater, c'est que la sortie des données de cet automate, elle est obligatoirement en clair, puisque le système de protection n'arrivera qu'après. Et le pire, ça a été l'une de mes réponses favorites, de toute façon, nous, la cybersécurité, c'est pas notre problème, nous sommes des revendeurs, et donc c'est la société qui construit qui en a la charge. Donc là, j'ai vu que la maturité restait quand même, il était important. Donc, on est dans une industrie, effectivement, à l'atelier du futur, mais tout ce que l'on a raconté, c'est plutôt l'atelier du présent. Mais par contre, en termes de cybersécurité, oui, on va parler de l'atelier du futur, parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore au rendez-vous et on a encore beaucoup de progrès à faire. On parle beaucoup ces dernières années de cybersécurité. Nous avons un salon très important à Toulouse. Et pourtant, d'après ce que je vous entends dire, ça peut rester un peu virtuel. C'est-à-dire dans les années 80, on achetait une alarme pour ne pas se faire cambrioler l'entreprise. On savait que des voleurs pouvaient rentrer. Là, on vous dit, mais des voleurs peuvent quand même entrer, peuvent bloquer vos machines, peuvent vous faire perdre l'outil de travail. Mais ça reste quoi? Virtuel, diffus Alors, dans le cas des robots, par exemple, un robot qu'on va venir hacker, c'est un merveilleux outil d'espionnage. Un robot, ça a des caméras qui voient en 3D, ça mesure au millimètre les plantes de l'usine, ça a des caméras infrarouges, ça a des micros, ça a des haut-parleurs pour certains. Ça a des ultrasons et surtout ça connaît la cadence de production, quelles pièces ils vont chercher, à quel moment, quelles sont éventuellement avec les caméras, quelles sont les portes qui sont généralement ouvertes, quelle est la typologie de la pièce pour quel client. Donc si un robot est compromis, rien qu'en termes d'observation, on peut déjà avoir énormément d'informations. Mais c'est aussi des robots qui portent des pièces de 30 kg à 5 tonnes. Donc si on prend le contrôle d'un robot qui se déplace à 1 mètre seconde, c'est à peu près la vitesse d'un homme au pas, mais que ce robot transporte 150 kg de matériel ou 5 tonnes de produits et qu'on en prend le contrôle à distance, ça peut faire de gros dégâts dans une entreprise. Alors Fabrice, oui, on en a conscience de ça ou pas assez, ou apparemment pas assez? Pas assez, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer la sensibilisation sur cette thématique-là, puisque manifestement, c'est pas une
priorité. Mais c'est dans les gènes de la partie des systèmes industriels où la priorité, eh bien, c'est la continuité d'activité et pas les éléments de cybersécurité. Le problème, c'est que si depuis un pays à l'autre bout du monde, eh bien, je suis capable de transformer une chaîne industrielle qui devait faire des cartons et qui se trouve maintenant à faire des cocottes en papier, ça va plus du tout faire la même chose et donc on va en sentir l'impact. Donc la cybersécurité de tous ces outils connectés devient indispensable. Par contre, eh bien, ça peut être également un vecteur très intéressant en termes de business, puisqu'étant donné que si vous pouvez indiquer que garantir que vous êtes cybersécure avec des certifications, avec des modes opératoires qui correspondent à ce que l'on connaît nous dans les systèmes d'information, où c'est très procédural, eh bien là on va avoir effectivement la possibilité d'avoir un élément différenciant par rapport à toutes les autres sociétés qui ne le sont pas. Un levier pour le business. Moi, un énorme, je vous garantis. Exactement. C'est plus une contrainte, c'est un levier de business. Et puis de l'autre côté, l'industriel sera bien plus rassuré. Bien sûr. Et puis à l'heure de l'hyperconnexion, eh bien c'est une nécessité. Alors Patrick Dallinger, vous avez résolu le problème. Finalement, vous le faites en amont et vous le faites même d'ailleurs avec SCSI. C'était quoi l'idée? Nous, on a déjà on a une vingtaine de robots qui circulent dans le monde sur la partie service essentiellement. Donc on a constaté qu'effectivement, il fallait prendre le sujet plus en profondeur. On a discuté avec les industriels. On a bien perçu que la connexion robotique, même la concurrence, qui par moment détache l'intelligence du robot dans le cloud, donc on ne sait pas où. Détache les moyens de connexion, de surveillance aussi, on ne sait pas où ils partent. Se connecte sur le réseau en disant vous avez bien une prise Wi-Fi quelque part, on va peut-être se connecter au Wi-Fi. En fait, oui, allez-y, connectez-vous au réseau, connectez-vous au Wi-Fi. On va vous en faire un, au mieux, on va vous en faire un pour vous, si vous voulez. Tous ces systèmes-là sont effectivement pas sécurisés. On l'a constaté en discutant. Donc on a dit, OK, on a une nouvelle plateforme qui sort, qu'on a annoncée là sur le CIAN. Cette nouvelle plateforme qui est polymorphe, donc on va pouvoir mettre plein de missions dessus. On a décidé de sécuriser la partie complexe de la plateforme, donc tout le déplacement autonome. Donc on a travaillé avec SCSI dès le départ à sécuriser l'ensemble du système de façon à ce qu'il ait le moins de failles possible. Ou lorsqu'on parle en cybersécurité, souvent que le coût pour aller chercher la faille soit le plus cher possible pour décourager. Il n'y a aucun système qui est non hackable. On peut hacker n'importe quel système, même des centrales dans une. C'est comme une porte blindée par rapport à une porte normale, quoi. Voilà, c'est exactement ça. On peut la forcer, mais. C'est exactement ça. Donc l'idée est de monter le niveau de coût pour venir hacker ce type de plateforme robotique à un coût relativement prohibitif. Et alors justement, Fabrice, on va terminer avec ça. Justement, en termes de business, parce que là, on est quand même sur le CIAN, il faut parler chiffres. C'est plus intéressant de peut-être dépenser un peu plus en amont pour bien concevoir son système de sécurité. On l'a dit, levier de business, mais aussi pour soi-même. C'est une démarche que vous conseilleriez de faire? Ça va de toute façon être une démarche obligatoire pour certaines sociétés. Pour toutes celles déjà qui vont être qualifiées comme OIV et toutes celles qui vont travailler pour un OIV, eh bien automatiquement elles seront obligées d'avoir un niveau de certification sur la partie cybersécurité. Donc c'est une obligation. En termes de business, eh bien on a également un retour d'expérience sur des faits de compromission intéressants et qui ont montré en fait l'intérêt de mettre en amont les phases de cybersécurité. Je prends en 2017 quand est arrivé les ransomware NotPetya et puis WannaCry. Donc on a eu toutes nos grosses entreprises qui ont été touchés. Donc c'est très intéressant de voir cela. Mais ce dont on a très peu parlé, c'est le coût de remédiation, remettre en marche la partie industrielle de tout ça. Parce que ça a rapporté presque rien aux hackers. On était sur des sommes en bitcoin et au final, de toute façon, ils ne les ont pas récupérés pour la plupart. Mais par contre, en termes de récupération de l'activité, un chiffre qui m'avait été donné, qui serait peut-être à réactualiser, je pense, mais ça a été Saint-Gobain, où ils étaient à 220 millions d'euros de réparation. C'est colossal, parce que donc vous n'avez aucun système de cybersécurité en amont qui a ce coût-là. Mais effectivement, la réparation, la perte, qui par contre au niveau de la perte, eh bien on ne peut récupérer aucune information, c'est vraiment du perdu. Donc c'est du temps, c'est de l'argent. Donc on voit effectivement qu'il y a un réel intérêt et en plus on a l'histoire qui parle pour nous.
Donc depuis 2010, donc qu'est-ce que l'on attend? Est-ce qu'on va faire comme pour les téléphones portables? On va prendre 10 ans de retard sur la cybersécurité quand c'est arrivé. On va faire comme dans l'IoT dès le départ. Eh bien, on va reprendre 3 ou 4 ans en retard. Le système industriel, il est en train d'évoluer à l'heure actuelle. Il faut absolument que ça soit déjà dedans, parce que tout ce qui se vend ici, eh bien, c'est pour 15 ans, voire 20 ans dans les entreprises. Et leurs défauts, eh bien, on va les garder encore pendant 20 ans. Alors Patrick, on va juste terminer avec une anecdote un peu comique, bon, un peu inquiétante aussi. Vous me disiez, tous ces objets connectés, finalement, quand on a peur, eh bien, on déconnecte. Enfin, je veux dire, c'est curieux quand même. Alors la réponse que j'ai eue assez souvent quand on discute... Non, parce qu'on vous le dit, on dit finalement, ben, on va lui interdire de se connecter et il va devoir se débrouiller tout seul. Alors, il y a des systèmes qui peuvent le faire. Un robot peut être complètement déconnecté et agir tout seul. Une fois qu'il a eu ses ordres. Une fois qu'il a eu ses ordres, voire on peut lui donner ses ordres directement sur son interface. On n'a pas besoin d'avoir la connexion. Par contre, c'est un peu contre-productif de monter des barrières, et c'est justement quelque chose d'intéressant en cybersécurité, de monter des barrières pour protéger à tel point que finalement on ne peut plus utiliser l'outil de manière telle qu'il était prévu. La cybersécurité, c'est protéger l'ensemble de la chaîne. On attaque toujours le maillon le plus faible. Donc si on l'attaque dès le départ, si on est en train de concevoir tout le système en prenant tous les maillons du capteur de température jusqu'au robot intelligent, on va avoir moins de problématiques et on va pouvoir avoir un outil qui fonctionne correctement. La réaction d'empêcher l'outil de fonctionner pour se sécuriser, c'est le balancier. C'est un peu absurde. Je risque d'être attaqué, donc je vais arrêter d'utiliser les outils qui peuvent être attaqués. Bon, on fera pas ça. Non. Messieurs, Fabrice Cranier, Patrick Délinger, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.